Secret d'info. Et si Dominique Strauss-Kahn était devenu la botte secrète de Vladimir Poutine? DSK est aujourd'hui un banquier d'affaires très présent en Russie. Il siège aussi dans un fonds d'investissement. Bref, c'est un nouveau DSK et c'est votre enquête, Jacques Monin. Oui, vous verrez qu'entre le DSK qu'on connaît en France et celui qui prospère aujourd'hui à l'étranger, et notamment en Russie, il y a un gros décalage. Alors, deuxième acte de cette résurrection, il crée sa propre société, baptisée Parnasse, avec sa fille, Vanessa. Et puis, il s'associe avec un homme d'affaires franco-israélien qui s'appelle Thierry Lane. Alors, l'homme n'est pas le plus en vue dans le monde de la finance, mais il dispose d'une banque d'affaires qui a pignon sur rue à Luxembourg, à Bruxelles, à Genève, à Monaco, à Casablanca, et j'en passe d'ailleurs. Et ces deux hommes vont donc passer une sorte de marché. Bah oui, DSK prend la présidence de ce groupe, qu'on rebaptise du coup LSK, pour Lane et Strauss-Kahn, L et SK donc. DSK apporte son expertise, son carnet d'adresses, tandis que Thierry Lane, lui, va vendre l'image de DSK dans les pays émergents où il souhaite renforcer son implantation. Alors Thierry Lane n'a pas souhaité nous parler. Maintenant, écoutez ce qu'il disait tout de même en novembre 2013 à Géraldine Allo. C'est une interview qui n'a jamais été diffusée. Elle lui demande alors si l'image de DSK pose des problèmes. Non, il n'y en a aucun. C'est une évidence. C'est-à-dire que moi, je vis à ses côtés depuis 2 ans. Et je peux vous dire qu'il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. À l'international, personne ne s'intéresse à la vie privée de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est reçu comme un chef d'État, partout dans le monde. Beaucoup de gens veulent s'appuyer sur son expérience, sa compétence et son analyse. Le reste n'intéresse plus personne. Bon, eh bien, voilà qui est clair. Alors ensemble, les deux hommes vont s'atteler à une première mission, créer la toute première banque d'investissement du Soudan du Sud. Une question, Jacques Monin, pourquoi aller dans ce pays ? C'est un pays qui est particulièrement intéressant, d'abord parce qu'il est jeune, ça veut dire qu'il y a des opportunités, on imagine les perspectives de marché, d'autant plus qu'il y a de nombreuses ressources pétrolières, minières notamment. Il faut le dire, l'inauguration de cette première banque d'investissement va être un véritable succès, mais DSK, Jacques Monin, ne va pas s'arrêter là, il va encore et encore étendre sa zone d'influence. Oui, alors on arrive à 2013, donc toujours, il est nommé maintenant conseiller auprès du gouvernement serbe. Écoutez-le, c'est un document AFP. J'ai accepté parce que j'aime la Serbie. Et aussi parce que Vladimir Molov m'a demandé de rejoindre l'équipe et j'ai été très heureux de le faire. Je donne des conseils à plusieurs gouvernements à travers le monde. On prendra probablement du temps et on va trouver une réponse. Voilà, déclaration d'amour à la Serbie, mais ça ne s'arrête pas là. On va maintenant en Russie. Toujours en 2013, à l'été, il prend place au conseil de surveillance de 2 organismes russes. Alors d'un côté, un fonds d'investissement, où il siège là d'ailleurs aux côtés du représentant de la Caisse des dépôts et consignations française. Et puis il prend place aussi au conseil de surveillance de la Banque russe de développement des régions. C'est une institution qui dépend du géant pétrolier Rosneft, qui est aujourd'hui sur la liste noire des sanctions européennes. Et parmi ces dirigeants, il y a beaucoup de proches de Poutine. Oui, on peut citer Dimitri Kozak, par exemple, qui s'était vu confier l'organisation des JO de Sotchi. En tout cas, de fait, donc, estime toujours Christopher Denbick de chez Saxo Bank, DSK se rapproche du Kremlin. Alors en Russie, clairement, il a l'aval de Poutine. C'est pas public puisque effectivement on ne le voit pas, on ne s'affiche pas avec Vladimir Poutine, mais on ne peut pas, que ce soit Dominique Strauss-Kahn ou n'importe qui, avoir un siège dans un conseil d'administration d'une grande entreprise russe sans l'aval du Kremlin. C'est impossible. Alors qu'est-ce que la Russie peut attendre de Dominique Strauss-Kahn concrètement ? On peut attendre essentiellement 2 choses. La Russie espère évidemment avoir un réseau, puisque Dominique Strauss-Kahn ouvre un réseau quand même en Europe occidentale. On voit à l'heure actuelle la politique russe. C'est une politique qui peut être considérée comme un peu agressive, mais derrière, la Russie cherche des soutiens dans l'opinion publique. Ce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, c'est que la Russie, pendant la crise en Géorgie, avait mandaté à Bruxelles une agence de presse pour redorer son image. Et bien, tout simplement, Dominique Strauss-Kahn peut jouer ce rôle, mais un peu en coulisses, tout simplement.
Alors ce soutien dans l'opinion publique, c'est un aspect des choses, mais DSK se voit surtout assigner une deuxième mission. Oui, évidemment, on compte d'abord sur son expertise pour réformer, pour redresser une économie qui est grippée. C'est ce qu'a confié à Marc Crépin, qui est notre correspondant à Moscou, Chris Weffer. Lui, c'est un analyste financier britannique qui travaille en Russie. Alors attention, la qualité du son n'est pas très bonne, mais les propos, eux, sont très intéressants. Récemment, une étude publiée par le Boston Consulting Group a montré que la valeur des biens russes a augmenté de 22% en 2013 pour atteindre près de 2000 milliards de dollars. Il y a donc une richesse énorme dans le pays. Et pourtant, dans le même temps, les investisseurs et les banques ont énormément de mal à emprunter de l'argent chez eux. Il leur faut aller sur les marchés internationaux. Or, avec les sanctions économiques, c'est encore plus difficile qu'avant. Alors que la richesse existe, rien n'est donc fait pour qu'elle irrigue les entreprises et les banques. Donc, M. Strauss-Kahn est en train de mettre en place des procédures et des systèmes, y compris la création d'une chambre de compensation, qui faciliteront la circulation de l'argent et contribueront à créer un marché intérieur plus dynamique. Voilà, ce qu'on comprend, c'est que donc DSK pourrait être un agent facilitateur de l'économie russe. Et là, on en arrive quand même à la partie la plus discutable de son action. Bah oui, parce que ça revient quand même à donner un coup de pouce à Poutine au moment où une partie de la communauté internationale cherche à faire pression sur lui en jouant justement sur ce levier économique. Chris Weffer considère d'ailleurs que la montée en puissance de DSK en Russie est liée à ces sanctions. Le calendrier et le processus de nomination ont été facilités par les sanctions. Parce que lorsqu'on regarde la façon dont le gouvernement russe réagit à la menace de sanctions et aux critiques formulées à l'Ouest, on se rend compte que la première des réponses consiste à critiquer l'Ouest et à nier que la Russie soit impliquée dans ce qu'on lui reproche. Mais dans le même temps, le gouvernement fait de gros efforts pour réfléchir à des réformes économiques qui ont trop tardé. Et il commence à s'attaquer à la corruption. Ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a beaucoup avancé dans ces domaines. Et on a progressé dans le déblocage d'argent public pour favoriser des projets d'investissement. Donc, je pense que la nomination de M. Strauss-Kahn est directement liée aux efforts du gouvernement russe pour trouver une parade aux sanctions, en jouant sur des leviers économiques intérieurs qu'on n'avait pas assez utilisés jusqu'à présent. Une question, Jacques Monin, est-ce que DSK se rend souvent ou pas à Moscou ? Alors apparemment pas très fréquemment. Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il siège pratiquement à tous les conseils d'administration. Vous savez, maintenant on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Il y a beaucoup de choses qui se font par visioconférence. Il y a une autre question quand même qui se pose, c'est est-ce qu'il est juste aujourd'hui d'aider indirectement la Russie à trouver une parade aux sanctions, et ce d'ailleurs au moment où la France refuse de livrer les Mistral. Ce qui quand même, Jacques Monin, une interrogation délicate, sensible. Que répond DSK à cette question ? Alors nous lui avons proposé évidemment de répondre à nos questions, tout comme je vous le disais tout à l'heure à Thierry Lane. Les deux ont décliné notre invitation. Ce qu'on sait, c'est que DSK désapprouve en privé la gestion de la crise ukrainienne par Vladimir Poutine. Maintenant, est-ce que ça changera quelque chose ? Pas sûr. En attendant, je me suis retourné vers un des plus fervents défenseurs de DSK, son biographe Michel Taubman, qui a publié le vrai roman de DSK, et lui pense, d'abord qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, pour un homme qui n'a plus de responsabilité politique, et deux, qu'il y a une certaine cohérence finalement dans son parcours. Son père et son grand-père avaient la particularité d'être des militants socialistes classiques, traditionnels, je dirais anticommunistes, anti-staliniens, et en même temps des gens qui ne répugnaient pas à gagner de l'argent. Et Dominique Strauss-Kahn, finalement, il s'inscrit dans cette filiation, c'est-à-dire qu'il est fondamentalement, politiquement, social-démocrate, et en même temps, il n'a jamais eu de complexe à l'égard de l'argent. On lui a reproché, d'ailleurs. Il y a eu cette espèce de folie médiatique lorsqu'il est monté dans une Porsche qui ne lui appartenait pas et qui a été quelque part quelque chose d'un peu symbolique. C'est pas un homme d'argent non plus. C'est-à-dire que l'argent n'est pas la finalité de sa vie, mais c'est un homme qui n'a pas
l'hypocrisie de certains socialistes qui crachent sur l'argent, qui n'aiment pas l'argent et qui parfois en croquent en cachette. Voilà. Et je pense que ce qui le caractérise peut-être par rapport aux autres socialistes, c'est l'expérience du monde. Dominique Strauss-Kahn est un homme qui a compris très tôt la mondialisation et surtout qui l'a pratiquée. Oui, on s'en souvient bien entendu, il l'a pratiquée au sein du FMI, cette mondialisation aux côtés des grands de ce monde. Reste une interrogation, Jacques Monin, quelle est la prochaine étape pour DSK ? Alors politiquement, on n'en voit pas vraiment puisque l'affaire du Carlton n'a pas été soldée. Donc la prochaine étape, elle sera en fait judiciaire pour lui, côté français. En ce qui concerne son activité financière, alors là, la prochaine étape, c'est de développer ce fonds d'investissement dont je vous parlais tout à l'heure, mais un fonds que regarde plutôt avec prudence Christopher Denbick à Saxo Bank. Son fonds, on s'en doute, va certainement peser beaucoup plus que les montants évoqués de quelques milliards. Ça va être certainement beaucoup plus important. Parce qu'il a une très bonne assise en fait en Asie, dans les pays arabes et en Europe de l'Est évidemment. Donc ça va lui apporter des fonds énormes. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça va être un fonds qui fonctionne. On peut être assez dubitatif lorsqu'on regarde les stratégies qui sont mises en place par d'autres fonds, aussi fonds macroéconomiques. La plupart du temps, c'est des fonds qui ont des pertes très importantes, parfois 30% sur les 5-10 dernières années. Mais à l'heure actuelle, on ne cherche pas la rémunération, on cherche le carnet d'adresses, on cherche la personne qui vous ouvre des portes. Et c'est Dominique Strauss-Kahn en l'occurrence.